Supporter de Liverpool condamné à 40 mois de prison. Fermeture de l'aciérie de Montigny-sur-Sambre. Après les attentats de vendredi, même Israël accuse le groupe Abu Nidal. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, monsieur, bonsoir. Dans ce journal aussi l'analyse par Claude Van Engeland d'un ouvrage de synthèse sur les relations internationales et les conflits dans le monde depuis 1945. La stratégie mondiale, c'est son titre, de Laurence Friedman aux éditions Bordas. Ce n'est pas une lecture fort drôle, je vous le concède, pour cette fin d'année, mais il faut bien dire que les nouvelles ne sont pas plus amusantes aujourd'hui, 30 décembre, que les jours qui précèdent, et c'est encore la violence et les difficultés économiques, pour ce qui est de la Belgique, qui constitueront ce soir l'essentiel de notre sommaire. À Bruxelles, le dernier des supporters anglais, arrêté après le drame du Heysel au mois de mai, a été condamné par le tribunal correctionnel à 40 mois de prison et 15 000 francs d'amende. À la fin de la rencontre dramatique entre la Juve et Liverpool, il avait attaqué avec une barre de fer arrachée sur les gradins dévastés un supporter italien qui est resté pendant plusieurs semaines dans le coma et qui, aujourd'hui encore, est toujours partiellement paralysé. Et encore, ce jeune homme qui proteste bien entendu de son innocence a eu bien de la chance. Un de ses semblables avait été condamné il y a quelques semaines, mais c'était à Londres, et pour des faits tout à fait analogues, à la prison à perpétuité. Difficulté économique maintenant, au moment où le ministre des Affaires économiques, Philippe Mestat, accorde la garantie de l'État pour 650 millions d'investissements à faire aux forges de Clabec, dans l'est du bassin sidérurgique de Charleroi. On ferme l'aciérie de Montigny-sur-Sambre. Le 30 décembre était en effet le jour fixé par le plan Gandois pour la fermeture de quelques outils importants, responsables, paraît-il, en partie de la surcapacité belge en matière de production d'acier. Cette aciérie avait démarré en décembre 69. C'était un outil performant, comme on dit. En 16 ans, on y a accompli 140 000 coulées, soit 26 millions de tonnes d'acier. Mais restructuration et surcapacité oblige, l'aciérie de Montigny, les hauts fourneaux et la coulée continue toute proche ont cessé de fonctionner aujourd'hui. L'est du bassin sidérurgique Carolo n'est plus ce qu'il était. Sur le parvis de l'usine, la dernière pause. C'est pas la joie. L'aciérie ici, elle meurt en silence, complètement en silence. Voilà. Il n'y a eu aucune restriction de syndicat, on n'a eu rien. On meurt en silence, c'est tout. Les dégâts sociaux, heureusement, sont limités. Prépension pour les uns, reclassement pour les autres. Désormais, toutes les forces vont être concentrées sur Carlam et l'ouest du bassin, où se trouvent notamment l'aciérie OBM, le Ruau, les trains 3 et 600. Côté syndical, on fait le gros dos en attendant des jours meilleurs. Nous terminons un plan Gandois, disons, dans un an. Il y a une transition qui va se faire pendant un an. Bon, il faut rester vigilant. Je crois qu'il y aura encore beaucoup de bouleversements dans la vie des gens. Et nous nous sommes fermement opposés à toute forme de licenciement. Je crois que ça, c'est bien ancré, c'est bien dans l'esprit. Monsieur Lévy a pris le pouvoir, entre guillemets, depuis quelques mois déjà. Il a fait une première apparition officielle au niveau des représentants des travailleurs au conseil d'entreprise, ici, il y a quelques jours. Nous espérons bien continuer à avoir des contacts avec lui. Et surtout, avoir des informations et des certitudes pour l'avenir. Le responsable des attentats de Rome et de Vienne vendredi dernier, chacun en est à peu près persuadé aujourd'hui, c'est le groupe de Palestiniens dissidents dirigé par Abu Nidal et probablement avec l'aide agissante de la Libye. Les derniers, à en convenir, auront été les dirigeants israéliens. Jusqu'ici, en effet, Israël accusait globalement l'OLP, donc l'ensemble des mouvements palestiniens, d'être responsables de toutes les actions terroristes. On admet aujourd'hui à Jérusalem que cette responsabilité est peut-être moins collective et l'OLP elle-même, par la bouche de Yasser Arafat, s'est déclarée prête à coopérer à l'enquête pour déterminer qui sont les instigateurs de ces derniers carnages. C'est seulement quand on aura établi formellement ces responsabilités qu'on envisagera des représailles, dit-on aujourd'hui, en Israël. Mais il ne sera pas facile d'identifier ni de retrouver ces hommes et leurs chefs qui sont passés maîtres dans l'art de se dissimuler. L'attentat à Anvers en 1980 contre des enfants juifs, c'était lui. L'assassinat en 1981 de Naïm Kader, le représentant de l'OLP à Bruxelles, c'était lui.
L'attentat à Londres en 1982 contre l'ambassadeur israélien Shlomo Argov, encore lui. Et cette liste n'est pas exhaustive. Lui, c'est Abou Nidal. Voici sa seule photo. Il a vécu à Bagdad en Irak et à Damas en Syrie. Aux dernières nouvelles, il serait au Liban où ces images ont été filmées. On y voit l'entraînement des commandos du mouvement de libération nationale palestinien Fatah, Conseil révolutionnaire. C'est le nom du mouvement créé par Abou Nidal lorsqu'il a été exclu de l'Organisation de libération de la Palestine en 1973. Abou Nidal et ses partisans sont opposés à toute solution diplomatique du conflit israélo-arabe et mènent un combat tous azimuts contre Israël, les Juifs à travers le monde et les Palestiniens qu'ils jugent trop modérés. L'organisation d'Abou Nidal a la réputation d'être très structurée et étanche, ce qui lui permet d'éviter toute infiltration par les services de renseignement occidentaux et israéliens. Depuis un an, Abou Nidal a des contacts réguliers avec le gouvernement libyen qui lui aurait fourni de l'argent. Récemment, Abou Nidal a accordé une interview au magazine ouest-allemand Der Spiegel. Au journaliste ouest-allemand qui lui demandait s'il collaborait avec des organisations clandestines européennes, Abou Nidal a répondu « Oui, nous collaborons avec les Français d'Action Directe, les Belges des CCC, les Irlandais de l'IRA et les Basques de l'ETA. » Ces jours-ci, des mesures de sécurité, cette fois tout à fait exceptionnelles, sont prises dans un certain nombre d'aéroports dits sensibles. Ça a été notamment le cas en Espagne, à Madrid et même à Barcelone. Et d'autre part, les États-Unis non plus n'excluent pas une action militaire de représailles. M. Redman, le porte-parole du département d'État, exprimait cet après-midi l'émotion du gouvernement américain dont 2 ressortissants ont été tués vendredi à Rome. Mais quand on l'a interrogé sur la responsabilité plus précise de la Libye dans ces attentats, M. Redman a été moins affirmatif. Il s'est contenté de noter que Tripoli avait applaudi ces attentats. C'est indiscutablement, en effet, là, une note discordante dans la toute petite musique de paix qui semble se faire entendre aujourd'hui au Proche-Orient. On a beaucoup parlé de la Syrie, notamment, ces derniers temps, mais c'était rarement pour souligner ses efforts vers la paix. Aujourd'hui, c'est un tout autre jeu que Damas semble vouloir jouer. Après avoir parrainé la semaine dernière l'accord entre factions rivales au Liban, le président Assad se réconcilie avec le roi Hussein de Jordanie. Où il était accueilli par le président Assad. Une visite historique à plus d'un titre. C'est la première fois que le roi Hussein se rend en Syrie depuis 1979, et depuis cette date, les relations Syrie-Jordanie n'avaient cessé de se détériorer. Une détente avait été amorcée il y a quelques mois grâce à une mission arabe de conciliation. Et puis, surtout, Assad et Hussein ont des visions diamétralement opposées sur bien des points à propos du problème du Proche-Orient et des perspectives de paix. Hussein, le pro-occidental, partisan d'une solution négociée, Assad, pro-soviétique et beaucoup plus radical. En plus, dans le conflit Iran-Irak, la Jordanie soutient l'Irak tandis que la Syrie défend le régime de l'ayatollah. Un axe éventuel d'Hamas-Aman pourrait changer bien des choses au Proche-Orient, mais nous n'en sommes évidemment pas encore là. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il ne s'est pas passé d'année sans qu'un conflit, local bien sûr, mais toujours meurtrier, ne se déclenche quelque part dans le monde. Le Proche-Orient, dont nous venons de parler, en est un sinistre exemple, mais on pourrait parler aussi de l'Indochine, de l'Afrique, de l'Amérique latine, bref, d'un peu partout. C'est à ces innombrables conflits que s'est intéressé Lawrence Freedman, qui enseigne l'art militaire au très célèbre King's College de Londres. Dans un ouvrage paru aux éditions Bordas, il raconte la course aux armements, la détente, la crise. Il analyse le bras de fer entre superpuissances. Il évalue les chances, elles sont minces, du maintien de la paix dans les années à venir. Claude Van Engeland a rencontré pour nous le traducteur de ce livre, qui pour être abondamment illustré n'en est pas moins passablement aride, il faut bien le dire, pour le commun des mortels. C'est Nicolas de Kerkhove-Dusselgem, administrateur de l'Institut européen pour la paix et la sécurité. Je crois que l'arme atomique, qu'on appelle maintenant plutôt l'arme nucléaire, a apporté un bouleversement fondamental qui est, à mon avis, double. C'est un bouleversement qui a amené une certaine stabilité dans les relations internationales, dans la mesure où on s'est rendu compte que tout conflit qui mettrait en œuvre des armes nucléaires serait absolument suicidaire pour les parties en cause, et que, par conséquent, un agresseur potentiel ne peut plus faire un calcul dans lequel il entrerait le raisonnement suivant.
le risque que je prends en utilisant mes armes est inférieur à l'enjeu que je poursuis. Actuellement, il serait pratiquement suicidaire de déclencher une guerre nucléaire aussi longtemps une des deux puissances en cause n'a pas la certitude qu'une première frappe nucléaire qu'elle lancerait sur son adversaire le laisserait totalement désarmé et donc incapable de lui renvoyer des représailles et une seconde frappe. Ça a donc introduit un élément qui fait que les grandes puissances ont très soigneusement évité tout affrontement direct et ont plutôt laissé se développer des conflits dans lesquels d'ailleurs elles avaient bien soin de ne pas intervenir directement aussi souvent que c'était possible. Mais il y a des moments où ils ont été forcés d'intervenir. Il y a des moments où ils ont été forcés d'intervenir, et chaque fois qu'elles intervenaient, c'était plutôt pour calmer les choses, pour essayer d'empêcher que la marmite explose et qu'une escalade se produise qui finisse par impliquer ces grandes puissances elles-mêmes et à conduire vers un conflit qui serait devenu incontrôlable. Il y a eu intervention au Vietnam du côté américain et en Afghanistan du côté soviétique. Effectivement, et je crois que aussi bien les États-Unis que l'Union soviétique doivent se mordre les doigts d'avoir été entraînés dans des conflits où ils ont été amenés à s'embourber, comme on a dit, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu contrôler la durée du conflit, qu'ils ont resté accrochés plus longtemps qu'ils ne l'avaient souhaité, sans arriver à un résultat très clair. Est-ce qu'on peut diviser en catégories les guerres qui ont eu lieu depuis la Seconde Guerre mondiale? Certainement, et je crois que l'auteur de l'ouvrage le fait de façon très claire. Il le distingue aussi par période. Il y a eu, pendant les 15 années qui ont suivi le deuxième conflit mondial, toute une série de guerres de libération nationale, qui sont des guerres coloniales, dans lesquelles, la plupart du temps, les puissances coloniales ont fini par se retirer. Il y a eu ensuite, entre les pays nouvellement indépendants, une série de guerres qui, le plus souvent, avaient comme origine des questions de frontières ou d'incompatibilité de régimes entre elles. Ensuite, il y a eu toute une série de guerres qui sont plutôt des guerres civiles que des guerres interétatiques. Ce sont des guerres dont l'objectif avait été surtout de modifier la structure politique des États en cause. Et quelquefois, les grandes puissances ont été impliquées, mais le plus souvent, ces conflits avaient des origines locales, des causes locales, et se sont déroulés sur le plan local. Donc les armes nucléaires ont introduit une grande stabilité en ce qui concerne les conflits majeurs, et en même temps une grande instabilité en ce qui concerne les rapports entre les puissances moyennes et petites. Je rappelle donc le titre de cet ouvrage, La stratégie mondiale de Lawrence Friedman aux éditions Bordas. Sur l'échiquier de ce monde, un pays est depuis des années maintenant en proie à des troubles de plus en plus graves. C'est l'Afrique du Sud. Le gouvernement de M. Botha refuse de faire le moindre geste et en face, ceux qui réclament avec de plus en plus de force l'abolition de l'apartheid ne sont pas prêts non plus de mettre les pouces. C'est ainsi que Winnie Mandela, l'épouse du leader incarcéré depuis 20 ans, s'est à nouveau manifestée aujourd'hui en essayant de retourner à Soweto, près de Johannesburg, où elle a sa maison. Mais depuis son arrestation, il y a 15 jours, elle est interdite de séjour dans la région. Sous l'œil de nombreux journalistes et de quelques équipes de télévision, les forces de sécurité, vous allez les voir, ont contraint sa voiture de se ranger sur le bord de la route au sortir de l'aéroport. Il y a eu, comme vous le voyez, ce que l'on appelle une échauffourée. Madame Mandela n'a pas envoyé dire aux policiers blancs des deux sexes qu'elle n'était pas d'accord avec la mesure de bannissement qui la frappe. Mais finalement, la police a eu le dessus et Madame Mandela a été embarquée manu militari dans un véhicule de la police. Ses avocats ont d'ores et déjà annoncé qu'ils maintenaient leur demande de levée d'interdiction de séjour. C'est indiscutablement une affaire à suivre. Au Pakistan, le président Zia a annoncé aujourd'hui en grande pompe la levée de la loi martiale. Une loi martiale qui dure depuis 8 ans et demi. Pour les habitants du pays, c'est une heureuse surprise aussi que d'entendre leur président plutôt musclé parler maintenant d'un nouvel ordre démocratique et laisser entendre que la dissolution des tribunaux militaires pourrait suivre. Les droits civiques, il faut bien dire que les Pakistanais n'en auront guère vraiment profité depuis la proclamation de l'indépendance en 1947. Et pour beaucoup, les élections qui s'étaient tenues en février de cette année ne devaient pas changer grand-chose à la main de fer du général Zia.
C'est que le Pakistan n'a pas eu une existence particulièrement paisible. Dès 1947, la situation de cet État frontière de l'Inde était dangereusement instable, coupé qu'il était en deux. L'indépendance du Bangladesh n'aura pas arrangé grand-chose et tout le monde a encore en mémoire la tentative avortée du président Ali Bhutto dans les années 70 de mettre enfin son pays sur le chemin de la démocratie et du respect des droits civiques. En 1977, la loi martiale est instaurée, le commandant de l'armée, le général Zia, prend le pouvoir pour faire du Pakistan un État de stricte observance islamique. Et Ali Bhutto est condamné à mort et exécuté. Toujours est-il que la déclaration faite aujourd'hui par le général Zia au Parlement met fin à la plus longue période de régime militaire dans les 38 ans d'histoire du Pakistan. Le général Zia n'a malgré tout manifesté aucune intention de quitter la tête de l'État et ce ne sera sûrement pas lui qui insistera pour que l'on rétablisse un système de partis aboli lui aussi depuis plusieurs années. Il y a du nouveau aussi aujourd'hui dans les relations entre la France et la Nouvelle-Zélande, mais ça ne veut pas dire que les choses s'arrangent, au contraire. Les douaniers néo-zélandais affirment aujourd'hui avoir découvert des armes et des munitions dans un cargo français qui faisait escale à Auckland. L'île de Lumière, c'est son nom, est un petit cargo français qui faisait la navette entre la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Les douaniers perspicaces ont découvert au cours d'une fouille de routine quelques milliers de cartouches de tout calibre et des pièces détachées destinées notamment à des armes automatiques. Personne ne prend au sérieux l'éventualité d'une intervention militaire française pour libérer par exemple les époux Thurange emprisonnés en Nouvelle-Zélande. Il est beaucoup plus vraisemblable que ces munitions étaient destinées aux Caldoches de Nouvelle-Calédonie, à moins que ce ne soit à leurs adversaires indépendantistes. Pour ce qui est du sport, guère d'informations fraîches, si ce n'est le rendez-vous manqué à Mexico pour un cycliste ouest-allemand, Gregor Braun. Son objectif était de battre le record de l'heure établi il y a près de 2 ans par Francesco Moser. Braun n'a pédalé en fait que pendant 17 minutes, mais il a promis qu'il s'attaquera une nouvelle fois au record de l'heure demain, mercredi. Les chevaux n'ont pas battu de record particulier à Bruxelles, si ce n'est contre le froid et le terrain gelé. C'était cet après-midi à Sterrebeek dans le prix Banco. Le 1, le 6 et le 9 ne sont pas partis, et ce sont le 7, le 13, le 14, le 3 et le 10 qui sont arrivés les premiers. Le tiercé ne rapporte pas grand-chose, 1705 francs, le quartet dans l'ordre 41 007 et le top 5, 891 541 francs. S'il y a un gagnant, ça lui permettra assurément de réveillonner à l'aise et peut-être même d'aller réveillonner au chaud. Parce que pendant que nous affrontons les premiers vrais froids de cet hiver, il nous reste à rêver seulement aux bienheureux qui peuvent faire joujou dans les vagues. Ce sont les images classiques des surfeurs de Hawaï que nous allons voir, où une compétition oppose quelques spécialistes pour le moment. Même pour eux, d'ailleurs, la mer avait l'air d'être bien dure, mais c'est quand même plus gai que de déraper sur une plaque de verglas.